Enregistre, c'est parti. Donc, bonjour François Délivré, c'est avec grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui, que je vous accueille pour cet entretien. Vous avez fait partie des premières personnes à m'ouvrir à autre chose que la médecine et il me semblait important que vous fassiez partie de mes invités. Vous avez été un peu un éveilleur. Le but de cette interview est de faire plus ample connaissance avec vous et puis de voir les charges un peu émotionnelles que vous avez pu vivre, de pouvoir faire éventuellement un focus et sur les manières dont vous avez abordé des stress, des émotions inconfortables tout au long de votre parcours. Pour vous présenter, vous êtes polytechnicien, votre carrière... Personne n'est parfait, oui, personne n'est parfait. Mais vous en êtes bien sorti. Merci. C'est un des plus beaux compliments qu'on me fait. Un jour, il y a un copain, au bout de 10 ans, il me dit, je viens d'apprendre que tu es polytechnicien. J'ai dit, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Votre carrière d'ingénieur d'affaires vous a amené dans des pays aussi divers que l'Iran, la Chine et le Moyen-Orient. Oui, Devenu, après une vingtaine d'années en entreprise, consultant en relations humaines et organisation, absolument. vous êtes actuellement spécialisé dans le coaching de cadres et de dirigeants. Vous êtes aussi un homme d'art, de méthode. Vous intervenez en entreprise et vous avez plusieurs ouvrages à votre actif et puis plusieurs œuvres, je crois que vous sculptez aussi. Absolument. Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur YouTube, je crois. On peut Oui, vous retrouver sur Link. Et puis, vous oui, avez un site qui est délivré.fr. tout simplement. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette présentation? Écoutez, oui, tout de même, parce que vous dites que je pratique en entreprise, mais je ne pratique plus beaucoup. Je viens d'avoir 73 ans. Et donc, je fais encore de la supervision de jeunes coachs, mais je ne fais plus aucun marketing ni quoi que ce soit pour intervenir en entreprise. Ça m'arrive quand on me demande. Donc, D'accord. donc voilà, mais je n'ai plus d'activité professionnelle soutenue. Vous avez une activité de superviseur et puis Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Parfait. La première question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous pouvez en quelques phrases raconter les étapes importantes que vous avez dû franchir pour en arriver là où vous êtes et puis le parcours que vous avez fait partir de polytechnicien, de partir en Asie et puis revenir sur du coaching et de là, quels sont les éléments qui vous ont amené à évoluer de cette manière? oui. Donc cette question alors la question des épreuves de vie, mais aussi des succès, je suis remémoré là en prévision de cet entretien ce qui avait pu jouer chez moi. Les grandes épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie, il y a eu à l'adolescence, à 15-20 ans, il y a eu la préparation du concours. Il y a eu ensuite la désillusion quand j'ai eu 20 ans, parce que je pensais arriver au bonheur absolu en réussissant cette école qui reste prestigieuse. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Et donc là, vraiment, j'ai eu une interrogation, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur et où est-ce que j'en suis? Donc ça a été un moment assez difficile. Ensuite, bon, ça s'est relativement bien passé. Ensuite, j'ai eu la grande épreuve, l'épreuve majeure, qui a été à la fois celle du divorce d'avec la mère de mes enfants. Donc j'avais 35 ans, 35-40 ans à l'époque, donc un événement extrêmement traumatique, mais qui a été conjugué pour moi avec la prise de conscience de ma condition humaine assez viscérale, assez forte, et la question bon, qu'est-ce que je vais faire de la vie qui m'attend maintenant. Il y a tout de même, faudrait s'y mettre, j'ai des rêves de vie, il faudrait peut-être s'y mettre. Donc c'était une période assez chaotique et qui a débouché finalement au bout de quelques années sur un changement de métier radical, puisque je me suis intéressé aux sciences humaines, aux relations humaines,
à la communication. Mhm. Et je suis donc devenu d'abord formateur, et puis ensuite, bon, un peu par le hasard des choses, j'ai été amené au coaching, on m'a appelé, et puis il y a eu un livre que j'ai écrit et qui maintenant bon, fait un peu trace dans ce monde des coachs professionnels. Donc voilà, grosso modo, résumé, il y a bien aussi d'autres choses dont on parlera peut-être. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des impulsions, des influences ou des rencontres que vous avez faites qui vous ont permis cette évolution? Alors, oui, il y en a eu, et il y a de ce point de vue, il y a eu tout de même un changement de fond assez notable. Quand j'ai eu 35-40 ans, et j'ai donc fait une démarche thérapeutique, j'étais pas bien, j'étais en train de divorcer, et c'est là où j'ai compris l'importance de savoir demander de l'aide, et de demander de l'aide clairement. Et de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, j'y arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider dans tel, que tu peux m'aider dans tel ou tel domaine. Et je dois dire que dans les bouées de secours que j'ai eues dans ma vie, je ne dirais pas que c'est la bouée de secours essentielle, mais tout de même. Parce que quand on est capable d'aller voir quelqu'un en disant, écoute, je suis dans la panade, et donc j'ai besoin d'un coup de main, il y a tout de même plein de choses qui peuvent se passer. Et je réalise à quel point il y a énormément de personnes qui ne savent pas, qui n'osent pas, qui ne veulent pas, ou qui ne savent pas tout simplement demander de l'aide. Donc ils demandent de l'aide indirecte, ils disent oui, je suis embêté, mais ils ne demandent pas, ils ne disent pas ce dont ils ont besoin, ils ne disent pas ce qu'ils veulent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc ça a été un passage clé. Oui. Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans ma vie. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré des personnes fantastiques, mais j'ai eu aussi le mérite d'aller les voir, de leur demander de l'aide le plus clairement possible. Est-ce que c'est d'avoir l'humilité de se dire là, ça ne va pas, je ne vais pas bien, et ben, je vais exposer mon problème à cette personne en toute honnêteté. Est-ce que ça vient de cette humilité-là qui peut du coup déboucher sur une aide réellement concrète et Oui, c'est ça, mais vous savez, vous parlez d'humilité, mais je me souviens de ma rage, de ma fureur de mes premières séances de thérapie. J'avais 35-40 ans, et moi, j'étais là. Bon, je suis quelqu'un bon, qui a des côtés brillants quand je m'y mets. Bon, et donc, d'être là comme un merdeux devant quelqu'un à qui je devais dire que j'allais pas bien et que j'avais besoin d'aide, mais j'étais furieux, de devoir demander de l'aide. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile. Je me disais, mais c'est quelqu'un, il n'a pas fait le 10e des études que j'ai fait, il n'a pas fait, bon, et donc j'étais là, j'étais vexé, j'étais furieux. Ça a été très difficile. Donc je ne sais pas si c'est une vertu d'humilité, mais il y a un moment donné, bon, on ne peut plus faire autrement. Hein. en tout cas, ça fait partie Ah oui, d'un parcours de vie et puis d'un parcours de développement personnel absolument, oui. pour pouvoir s'ouvrir par Oui, la suite. absolument, oui. Oui, Absolument, oui. d'accord. Oui, oui. Très bien. Et au cours de ce parcours, est-ce que vous avez ressenti des freins dans ce développement et ces freins étaient-ils plutôt internes et liés à vous, à ce que vous ressentiez, ou bien il y avait des freins extérieurs qui vous empêchaient ou... Mais il y a les deux il y a les deux qui se conjuguent, c'est-à-dire que là, bon, quand on entame des projets, il y a des fois ça marche et puis il y a des fois ça marche pas. Et ces événements peuvent retentir sur ma personnalité, sur mes croyances, et donc à ce moment-là, c'est mon psychisme interne qui se met en branle et qui va faire appel à des vieux trucs, bon, que tout le monde connaît peu ou prou à certains moments. Bon, je suis pas valable, bon, bon, syndrome d'imposture, enfin tout un tas de choses. Donc il y a une conjugaison des freins extérieurs et de l'écho qu'il trouve dans les freins intérieurs. Et puis il peut même y avoir mes freins intérieurs qui, quand je entame des projets, vont faire échouer les projets parce que donc ça se joue, les deux se répondent à mon avis, pour moi. Ouais, c'est un cercle en fait où l'un interagit sur l'autre Oui, et oui,
Oui, et entraîne soit une déchéance, soit nous amène vers un succès en oui, fonction de comment on les aborde et on les prend. D'accord. absolument, oui. Ok. Euh, Ces difficultés, elles ont été donc générateurs, j'imagine, d'émotions inconfortables et de stress. Oui. Et est-ce que vous aviez à votre disposition des techniques ou des outils qui vous ont permis de vous aider, ou bien ce sont les personnes que vous avez, avec qui vous avez partagé ces difficultés qui vous ont appris à gérer ou à mettre en place peut-être un rituel pour la Alors, gestion de ces stress. il y a eu des deux, mais j'ai tout de même fait un grand pas, bien sûr, c'est le connais-toi des Grecs. Oui, La connaissance de soi est tout à fait primordiale. Et la connaissance de soi dans des situations de stress me paraît absolument primordiale. Je suis quelqu'un d'émotif, naturellement, de très émotif, de, d'hypersensible. Et donc, j'ai des mécanismes de stress que je connais et qui peuvent se réactiver quand il y a des occasions de stress. d'accord. Et au niveau des... J'ai été tout de même beaucoup aidé et, par l'apprentissage des typologies de la process communication de T.B. Keller, quand j'ai compris quel était mon substrat, et je trouve que c'était assez juste, c'est pas juste à 100%, mais donc mon substrat de ce qu'on appelle empathique, et donc mon mécanisme de stress qui, par exemple, est de perdre mes moyens. Quand je suis en stress, je perds mes moyens, je le sais, j'oublie mes clés, ma tête devient vide, bon, et je panique facilement. C'est des mécanismes que je n'avais pas repérés, et ce modèle, jusqu'alors, et ce modèle m'a tout de même pas mal aidé, et je le trouve assez pertinent au niveau des mécanismes de stress, chez moi, chez les autres, et c'est assez étonnant, je trouve ça assez juste. Et Donc j'ai été bien aidé par ça. vous Pardon? pensez que c'est ce qui vous a permis de mieux vous connaître, de mieux Oui, ça a mis des connaître vos mots, réactions? et ça a tout de même, je peux me dire, quand telle circonstance, oui, c'est ça qui s'était passé, puis je le retrouvais dans ma vie courante, et encore maintenant, quand ça m'arrive d'être en stress, je sais que je connais mes mécanismes de stress. D'accord. Et du coup, comme vous connaissez vos mécanismes de stress, est-ce que vous avez un rituel pour pouvoir Oui, oui, alors ce contrer? qui m'est arrivé, j'en ai. Bon, donc au fur et à mesure, j'ai pris des trucs. Bon, c'est des jambes de bois, hein, c'est des béquilles. Par exemple, pendant tout un temps, je me souviens quand j'animais des formations, j'avais dans ma poche une petite bouteille d'huile essentielle. Oui. Et parce que, et ça, ça a été confirmé par cette typologie. Bon, les personnalités hypersensibles sont assez sensibles aux odeurs ou tout ce qui est un Mm. peu sensuel, ou bien je touchais des choses, ou bien je respirais, et indéniablement, ça me calmait. C'est des petits trucs, c'est des béquilles, il faut apprendre à les connaître. Et donc, ça peut aider, oui. D'accord. Et ce n'est pas des techniques d'ordre de respiratoire ou d'ordre Et aussi, bien sûr, que vous bah avez. là, tenez, il y a pas 10 minutes, je faisais de la cohérence cardiaque. D'accord. Ok. Bon, parce que je trouve que c'est bien, de temps en temps, ça fait Oui, du bien, quoi, ça apaise. ça permet d'apaiser et d'être, Oui, 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 de tout à diminuer fait. le niveau de Donc, stress. je ne néglige pas les bouts de ficelle et le bricolage, hein. Mhm. D'accord. Très bien. C'est important. Oui, c'est très important. Euh, Actuellement, le rapport temps-tâche, temps et tâche à réaliser est, est fréquemment dans notre société un facteur de stress. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? C'est quelque chose que les gens ont souvent du mal à accorder, c'est-à-dire on croit qu'on se donne beaucoup de tâches à faire et puis, en fait, le temps que l'on a est très, très restreint et on croit qu'on va pouvoir faire ces tâches-là dans ce temps restreint. Est-ce que vous avez, vous, mis en place une... Et en fait, c'est très générateur de stress. Est-ce que vous avez mis en place des techniques pour pouvoir ou adopter un protocole pour pouvoir réaliser des tâches et ne plus être stressé par ce rapport temps et tâches à réaliser? Ou être moins stressé. Mais
ça a été l'un de mes enjeux lorsque j'ai écrit le livre qui s'appelle Question de temps en 1997 et où je pose ce problème. Et je crois qu'effectivement, il y a tout de même quelques, un ou deux grands principes de base pour arriver à mieux gérer cette histoire. Tout de même, le grand principe de base, c'est de regarder à peu près, de savoir évaluer, de préparer les choses. Typiquement, le matin, bon, j'étais considéré comme un bourreau de travail qui dépotait. C'était assez vrai, je suis moins maintenant. Mais donc, le matin, je me disais, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma journée? Et puis, je mettais, ça durait 5 minutes, et puis pour chacune des choses que je voulais faire, je mettais une durée à la louche. Puis quand je regardais tout ce qu'il fallait que je fasse, j'étais épouvanté. Et je me disais, mais c'est pas possible que je fasse tout. Et donc, je mettais des priorités. Et donc, je renonçais. Et donc, j'ai développé cette méthode qui m'a servi pendant des années et des années et qui consiste tout simplement à ne pas vouloir mettre 1 litre d'eau dans un verre d'eau. On ne peut pas. Et donc, il faut à ce moment-là, tout de même, cette méthode de base qui consiste à peu près évaluer ce qu'on veut faire et surtout à renoncer à des choses dont on sait qu'on ne va pas les faire et qu'on choisit de ne pas les faire. Ça me paraît une méthode de base. Mais pour faire le lien avec sur le point sur lequel vous venez de m'interroger, il y a aussi la connaissance de soi. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas toutes la même appréhension du temps. Et quand on est en stress de temps, ça reste un stress. Et une personnalité qui est plutôt de tendance, je vais prendre des termes plutôt psychiatriques là, mais plutôt de tendance obsessionnelle, ne va pas gérer son temps de la même façon que quelqu'un qui est un émotif, de la même façon qui a un tempérament plus rêveur ou beaucoup plus actif. Donc elles ne vont pas prendre le temps de la même façon et le stress de temps, il va falloir qu'elles le gèrent autrement. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est de tendance plutôt obsessionnel, qui va être très logique, qui va faire beaucoup de choses, très organisées ou autres. Ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est à se ménager des temps de repos. Et c'est très difficile pour lui. Donc, alors que moi, je n'ai pas trop cette problématique-là. Bon, moi, c'est plutôt l'émotivité qui va jouer à ce moment-là. Donc, ça va dépendre des tempéraments. Et donc, croire qu'il existe une méthode pour gérer cette histoire de temps, ça me semble pas juste. Ouais. J'ai l'impression que moi, que si on reste dans un seul concept en disant j'ai un concept pour gérer le temps et le rapport temps et tâche à réaliser, en fait, ça correspond à certaines personnes, mais ça ne peut pas correspondre à l'ensemble des personnes. C'est pour ça que si on va à la FNAC et qu'on achète les bouquins de gestion du temps, où il y a des gens qui vous expliquent les méthodes en long, en large et en travers, bon, ça va être magnifique pour les gens qui sont déjà bien organisés, qui vont être mieux organisés, mais qui ne vont pas faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire s'accorder des moments de repos. D'accord. Et en fait, dans ce temps-là, intervient également l'imprévu, c'est-à-dire que… Absolument, oui, il faut prendre en compte l'imprévu. Il y a des gens qui ne vont pas prendre en compte forcément l'imprévu. Alors ça, c'est une tendance universelle. Les gens se disent « aujourd'hui, je n'aurai pas d'imprévu ». C'est inconscient dans leur tête et ils ne savent pas, alors que bon… et l'imprévu, alors c'est ça qui est bizarre, mais ça c'est mon côté ingénieur et statisticien, mais pour les journées à peu près normales, on a à peu près toujours la même quantité d'imprévus. C'est impressionnant. D'accord. Sur nos 8 ou 10 heures de boulot, on a 3 ou 4 heures d'imprévus, ça dépend des métiers. D'accord, ok. Vous avez réussi à la quantifier Oui, pour moi, je l'ai quantifié, oui, bien sûr. Oui. Je prenais ça en compte. Hein. Donc, je peux faire ça, mais attention, il va y avoir 3 ou 4 heures dans ma journée pendant lesquelles je ne pourrais pas faire ce que j'avais envie de faire. D'accord. Voilà, grosso modo, les grandes choses que je pourrais dire. C'est intéressant de savoir que en fait, il n'y a pas de concept universel et que chacun doit effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est se connaître, savoir comment on va réagir à une place, à une situation. Absolument. Ouais. D'accord. Et puis prévoir, on a les tâches, on a le temps et puis on a l'imprévu et faire
comment Mais dire, oui, parce que vous son savez, emploi du temps. vous prenez des personnes qui travaillent beaucoup en entreprise, mais quand elles font l'exercice, qu'elles regardent, mais c'est affolant. Il y a des fois, elles ont simplement 1 heure de disponible par jour. Mm. Tout le reste est déjà bouffé avec les réunions, les imprévus. Ouais. Et donc, ils ne peuvent pas, de leur initiative, elles ne peuvent pas faire grand-chose. C'est réduit. Ouais, C'est impressionnant. d'accord. La connaissance de ces réactions aux émotions semble être un facteur important. Et pour vous, est-ce qu'il y a des alertes émotionnelles qui arrivent et qui vous disent attention, il y a ça qui survient, je vais peut-être entrer dans un moment de stress et qui vous permettent de réagir et de prévenir ce moment-là? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ces alertes ou pas? C'est très, très physique. C'est très, très physique et il y a effectivement, il y a des signaux. Par exemple, quand j'ai une discussion difficile avec quelqu'un au téléphone, je sais que je me dandine sur place. Bon, et donc je suis là et je suis agité, et je fais ça. Je me dis, oh là là, mais je me dandine, oh là là, ça veut dire que là, il faut que je fasse attention avec cette personne, ça tourne en autre boudin. Mhm. Donc, c'est des signaux physiques. Moi, j'ai ça, mais il y en a d'autres, ils ont des boules dans la gorge, c'est très, très physique. Et ça, c'est l'expérience qui indique ça. Une D'accord. attention, c'est très physique, c'est une attention au niveau du corps, Mhm. beaucoup plus que du mental. Et en fait, quand vous les voyez arriver, vous arrivez à les contrer, à les adapter. Mais on peut faire des choses. Par exemple, si quelqu'un me parle au téléphone et que je suis comme ça, je sens que je commence à me dandiner. Ce que je peux faire, c'est écarter le téléphone pour que l'impact dans l'oreille soit moins fort. D'accord. C'est des astuces, hein. Mhm. D'accord. C'est un ensemble en fait de petites astuces qu'on met, Oui, qu'on développe chacun. Euh, oui, et on revient toujours à la même chose. C'est si on se connaît bien, on va bien connaître oui, ses alertes émotionnelles. Et si on connaît bien ses alertes émotionnelles, on va pouvoir réagir et anticiper un oui, stress ou une émotion inconfortable. absolument, absolument. Ok. Euh, Selon vous, quelles sont les principales erreurs que la majorité des personnes font dans l'appréhension des émotions et des stress? Ben, euh, euh, faire appel à bon, c'est un niveau théorique, le niveau des, ce qu'on appelle les méconnaissances en analyse transactionnelle. L'élément le plus grave, c'est quand la personne n'a pas conscience de son émotion. Ou attends, il y a un ressenti, c'est pas tout à fait une émotion, mais il y a un ressenti que beaucoup de cadres en entreprise ont du mal à percevoir, qui est le ressenti de la fatigue. Oui, Et donc, si on leur dit, mais dis donc, tu as l'air fatigué, ils vont dire non. Et ils seront honnêtes. Ils ne le perçoivent pas dans leur corps. Et il y a des gens, c'est pareil avec la peur. Ils vont dire, moi, j'ai pas peur. Bon. Et donc, il y a le terme technique, c'est méconnaissance. Il y a donc une méconnaissance de l'émotion brute, physique. La personne ne sent pas. Alors, ça peut conduire à des drames. Parce qu'une personne qui ne veut même pas accepter qu'elle soit fatiguée, bien sûr, elle ne peut prendre aucune mesure bon, pour faire face à ça. Et ça peut conduire à des burn-out. hmm, Enfin, vous êtes d'accord. plus compétent que moi dans ces histoires-là, mais donc c'est tout de même. Donc moi, je trouve que c'est ça le plus grave. Et il y a donc chez les personnes un apprentissage, parce que c'est un apprentissage. Moi, je n'ai pas trop eu à le faire parce que mes émotions, comme je suis plutôt émotif, j'arrive à peu près à les ressentir. Mais il y a des personnes pour qui ça commence par un apprentissage de reconnaître les émotions qui sont les leurs. Hmm. Toujours, on revient toujours à la On connaissance. revient toujours à la connaissance de soi. Comment vous est venu le besoin d'écrire et qu'est-ce qui vous donné envie de vous lancer dans cette aventure? Est-ce que c'était Bon, le ben, besoin de transmettre ou aussi le besoin de pouvoir exprimer ce que vous ressentiez et les petites astuces que vous aviez? oh, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire depuis que j'étais petit. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime bien les mots.
je fais très attention à l'emploi exact des mots. J'aime bien quand la phrase coule, quand c'est sonore. Il y a un côté un peu sensuel dans mon rapport à l'écriture. Et donc, au niveau des enjeux, ben, c'est un peu tout ce que vous venez de dire. Il y a à la fois quelque chose qui est assez égocentrique, qui est le fait bon, de dire à la personne, voilà ce que j'ai vécu, intéressez-vous à ce que j'ai vécu. Bon. Donc ça, c'est assez égocentrique. Et puis, il y a aussi le fait de vouloir partager mon expérience pour que d'autres puissent avancer. Donc ça, c'est mélangé. Alors, bon, j'ai encore, je pense, pas mal la fibre pédagogique. Donc, moi, j'aime bien transmettre. Et puis, au fur et à mesure que l'âge avance et que l'expérience avance, il y a aussi le souci qui se dit, au moins, je vais laisser un peu une trace. Bon, ça, c'est un peu une illusion, mais en même temps, c'est encore vrai. Bon, l'écriture, c'est tout de même laisser une trace depuis. Complètement. Oui, donc c'est ça, il y a tout ça un peu mélangé. D'accord. Dans cette période actuelle de confinement et de déconfinement, on est amené à observer des interactions entre une surcharge mentale, des stress, des fatigues. Est-ce que vous pensez que cela va permettre de développer de nouveaux concepts d'accompagnement de personnes qui ont été impactées, ou bien déjà tout est là et on n'a plus qu'à les adapter? Ça, j'en sais rien parce que, je n'ai guère que l'écho que des personnes, que des professionnels que j'accompagne là-dessus. Ce que je sais, c'est que dans le champ qui est le mien, du coaching en entreprise, il y a de nouvelles formes d'accompagnement qui se sont mises en place, notamment le travail à distance, et qui produit des fruits que l'on ne pensait pas pouvoir voir aussi rapidement auparavant. Donc, il y a de nouvelles façons d'accompagner qui vont se mettre en place, oui. Et sans doute de nouvelles précautions à prendre. C'est à la fois bien, mais en même temps, il faut faire attention. L'autre jour, on discutait entre collègues et on disait, mais dans 2-3 ans, quand le Covid sera fini, il va falloir faire massivement des stages où on va se toucher. Parce qu'on ne se touche plus. C'est une horreur. Donc, les gens manquent de contact physique. Et et on en a besoin de ça. On en a besoin. Il y a pas, bon. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Il faut remplacer ça. C'est vrai que la téléconsultation crée est un nouvel outil qui nous permet de continuer à exercer notre métier, notre Oui, travail et d'accompagner. Mais oui. en fait, on ne voit pas vraiment la personne et on n'a pas le Ben non, ressenti ben de… non. Alors, quand on la connaît, Oui, moi, c'est ce que la règle que je m'étais fixée, bon, avant ces histoires de pandémie, c'était que, bon, j'aime bien, je suis capable tout à fait d'aider quelqu'un à distance, mais il faut que je le connaisse, il faut que je l'ai déjà vu en face de moi, parce que je connais son corps, je connais ses mimiques, je sais, et donc ensuite c'est plus facile. Mais si je ne connais pas du tout la personne, je trouve que c'est difficile. ouais. Donc c'est bon, enfin voilà, moi j'en suis là. Ouais, si je fais une comparaison avec mon métier, quand je fais une première consultation en téléconsultation, en fait, c'est très compliqué et on n'arrive pas à grand-chose. Ouais, On ne connaît pas la personne. ça m'étonne pas. Alors que dans un suivi, quand on connaît la personne, on arrive à réaliser une consultation qui se tient et qui avance. Et, Absolument. la connaissance de la personne que ce soit dans l'accompagnement de médecin ou dans l'accompagnement de coaching me paraît important. Ouais, Absolument, oui. je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez été impacté par cet épisode? Non, écoutez, franchement, je n'ai pas été très, très impacté. Je me suis adapté. J'ai raconté sur Internet, par Zoom, des contes aux enfants de 7-12 ans toutes les semaines. Ça a été très, très agréable pour moi. J'ai aidé les gosses, ils étaient contents. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait des vieux projets, un peu comme tout le monde, de rangement, que j'ai mené à bien parce que je me disais, on va arriver à la fin du confinement et il y a des choses que je me dis que je ferais depuis des années que je n'ai jamais faites. Et là, si je ne le fais pas maintenant, c'est impardonnable.
Donc, je D'accord. ne peux pas dire que ma vie a été très impactée parce que je passe tout de même beaucoup de temps à l'écriture Mm. bon, et donc, non, ma vie n'a pas été énormément impactée, beaucoup moins que d'autres personnes. Est-ce que vous avez changé certains rituels ou, que vous Non, aviez ou pas? Non, pas du tout. spécialement. D'accord. Pas spécialement. Ouais. Non. Sauf bien sûr se laver les mains. Oui, en dehors de ça, mais vraiment pas de rituel Oui, non, particulier non, qui peut non, changer. D'accord. non. Est-ce que vous avez une actualité actuellement, une actualité prochaine Ah, ben, c'est d'écriture, de c'est conte? gentil de me demander, oui. Je vais faire, à la fin du mois, je vais faire pour une association professionnelle de coach, je vais faire bon, une conférence sur le coaching et la philosophie, parce que je D'accord. trouve il y a vraiment il y a des choses importantes à dire et il y a des erreurs, y compris des coachs. Il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas bien et il y a une mauvaise, je trouve, il y a parfois une mauvaise appréhension de la philosophie. Donc, je vais faire cet atelier. En novembre, j'ai un atelier sur la performance et la sagesse. En décembre, un atelier sur l'identité de coach. Enfin voilà, quoi. On me demande de temps en temps des interventions, j'en suis très content. Vous restez quand même très, très actif. Oh, écoutez, je fais ce que je peux, hein. Je me repose, je suis très actif. Les gens me disent que tu es très actif, mais bon, je suis quelqu'un de très fatigable et j'ai besoin de me reposer beaucoup entre deux activités et de jouer à mes jeux sur ordinateur. Donc, j'ai besoin de me reposer tout de même pas mal. D'accord. Est-ce que vous recherchez une émotion particulière lors de vos écritures ou lors de vos jeux quand vous vous reposez? Ou Une qu'aimeriez-vous émotion, ressentir? Oui, une émotion particulière. bah, l'émotion, je ne la recherche pas, mais elle arrive. Non. C'est la jubilation. Quand j'écris ou quand je sculpte ou quand je raconte une histoire, bon, moi, je suis bien, je suis content, hein, j'ai la pêche, je suis joyeux, c'est la joie, quoi, c'est clair. Mais je ne peux pas dire que je la recherche. C'est Elle un- vient naturellement. oui, Elle vient naturellement par ce que vous faites, parce que absolument. voilà, d'accord. Mhm. Est-ce que vous avez des faiblesses? Des Faiblesses? Ouh, oui, j'en ai. Ouh là 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 là. C'est plus que des faiblesses. Il faut que je fasse attention. En ce moment, je suis en train de réfléchir à l'idéal du moi. Je me rends compte que j'ai un idéal du moi qui est gros comme ça. D'accord. La notion freudienne, et donc, bon, c'est une horreur. Mais j'ai des faiblesses physiques fortes. Je suis quelqu'un de très, très fatigable. Donc, et donc, donc c'est pas toujours très, très facile avec moi en société. Donc ça, c'est une faiblesse physique majeure. Puis j'ai d'autres points faibles que je connais au niveau psychologique. Bon, qui sont à la fois des points forts, mais j'ai tendance à faire plaisir aux gens. Je fais attention de ne pas aller trop loin là-dedans. Mais, donc j'ai tendance à mettre trop d'efforts pour arriver à un résultat. Donc je les connais, mes faiblesses maintenant. Là aussi, c'est connaître soi-même. Hmm. Oh oui, j'en ai. Oh là là. Et est-ce qu'il y a une habitude dont vous ne pourriez pas vous passer? Je veux pas dire que je ne pourrai pas me passer, parce que j'espère bien m'en passer un jour, mais je vais donc parler d'une habitude, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, qui ne sont pas avouables, mais une habitude à peu près avouable, c'est tout de même de manger du chocolat. D'accord. C'est totalement avouable. Bon, je ne sais pas, non, c'est pas très avouable, parce que comme je suis diabétique, c'est vraiment pas bon que je mange du chocolat. Oui, Et on n'a rien entendu alors. ben oui, parce que donc ça, c'est pas bon, donc j'espère limiter. D'accord. Limité. Donc, faut pas aller, c'est pas des vices, faut pas aller jusque-là, mais oui, j'ai des faiblesses. Oui. Hmm. Voilà, oui. Euh, est-ce que vous avez un rêve pour aller encore plus loin? J'en sais rien. Parce que avec l'âge qui avance, avec toute ma réflexion sur la condition humaine que j'ai faite il y a 2, 3 ans, où j'ai fait un bouquin là-dessus aussi, bon,
c'est vrai que j'ai abandonné peu à peu ce qui est un des énormes problèmes de notre société, qui est de toujours vouloir plus. Mm. Donc, mais en même temps, on ne peut pas vivre sans rêve, on ne peut pas vivre sans se projeter. Donc, c'est vrai que je rêve toujours d'écrire un nouveau livre bon, qui sera un succès. Bon, il y a des fantasmes comme ça. Et puis en même temps, bon, j'ai tout de même un peu passé l'âge et j'essaye de me détacher de ce plus, comme s'il y avait des plus qui pouvaient me rendre heureux. Et je préfère bon, trouver le bonheur à chacune de mes journées. Mais bien sûr qu'il y a des rêves, il y a quelques rêves, et heureusement qu'il y a des rêves. Il y a Vous essayez d'être ici, dans l'ici et maintenant, tout en ayant des rêves pour... Oui, il faut être à la fois dans l'ici et maintenant, mais en même temps, je trouve que l'ici et maintenant pur, ça ne tient pas la route. On a forcément des rêves, et heureusement, ça nous pousse en avant. On dit, ah bah oui, ce serait tout de même bien. Bon. Puis on n'en réalise qu'une partie. Et, bon, et puis, il faut compter aussi sur les bonnes surprises, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On sait pas. Regardez notre entretien, c'était pas prévu. Bon, donc, on ne sait pas ce que la vie réserve. Ce sont les joies de la vie. Oui, tout à fait. Hein. En mauvais, mais aussi en bon, on ne sait pas. Hein. C'est imprévu. Hein. Le monde, nous-mêmes, on ne sait pas ce que la vie Va nous réserver. Ben oui. On peut programmer des choses et en fait ne pas pouvoir les réaliser et changer d'orientation totalement. Et oui. Complètement. J'ai l'habitude de demander à mes derniers invités s'ils veulent bien poser une question pour mon prochain invité. Alors, mon prochain invité est le docteur Édith Perrault-Pierre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est connu pour avoir mis au point des techniques d'optimisation de potentiel pour les unités de combat. Alors, ce sont des techniques liées sur la base de respiration, de relaxation, d'hypnose et de PNL. Est-ce que vous auriez une question à lui poser? J'ai cette habitude-là pour essayer de faire un peu un fil rouge entre les différentes interviews. La question que je lui poserais, c'est, je lui dirais, quel est le domaine d'application de votre expertise professionnelle et quelles sont les limites de ce domaine. C'est-à-dire, dans quel domaine est-ce que vous allez pouvoir vraiment aider les gens et à partir de quand ça va être contre-productif. D'accord, très bien. Je la note. Et je ne manquerai pas de lui poser la question. Et donc la question de mon précédent invité, qui était Nicolas Boudenov, qui est écrivain, conférencier, mais qui est son métier est sapeur-pompier, il était sapeur-pompier de Paris, et maintenant il est sapeur-pompier professionnel, et puis il a développé à côté une écriture, et c'est l'écriture et les conférences qui le font vibrer. Et la question qu'il avait à vous poser, c'est quel message à délivrer ici et maintenant. Alors, il joue beaucoup sur les mots. Oui, ben, je vois, à délivrer ici et maintenant, c'est classique, hein, avec mon nom, c'est un beau nom que j'ai. Bon, quel message ici et maintenant ben, là, il est 6 heures du soir. C'est comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour que vous passiez une bonne soirée. D'accord. Ah, on est dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire pour que la soirée soit la plus agréable possible? Ben oui, soit la plus. Alors, je ne sais pas si c'est agréable, mais c'est fructueuse, féconde, agréable, pleine de sens. Pour que ce soir, quand vous vous couchez, vous dites ah, ouais, c'était bien ma soirée, tiens. D'accord. Très bien. Nous arrivons bientôt à la fin de l'entretien, là, ça fait bientôt 50 minutes. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à notre entretien sur le stress ou sur toute autre chose qui vous tient à cœur?
Non, il n'y a rien qui me vient en tête. Je vous remercie beaucoup. Je trouve que c'est des questions qui sont très pertinentes, bon, qui sont intéressantes, moi, qui m'ont permis de revisiter un peu ma vie. Donc, je trouve l'exercice très, très intéressant. Très, très intéressant. Ben, je vous remercie beaucoup pour le temps passé et que vous m'avez accordé et pour la richesse de vos propos. C'est toujours enrichissant de discuter et de poser ces questions-là. On a, on a un enrichissement personnel et j'espère que ça enrichira aussi ceux qui auront la possibilité d'écouter cette interview-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci Merci. beaucoup.